Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Mon invité du jour, enfin notre invité du jour, est une jeune femme qui m'a contactée car elle avait quelque chose à partager. Et ça, j'adore. J'aime votre enthousiasme et votre désir d'échanger afin de mettre en lumière un message qui pourrait servir à d'autres femmes. Des prises de conscience que vous avez pu avoir, vous aussi, votre histoire. Sensations de fatigue intense, troubles digestifs ou encore douleurs inexpliquées par la sphère médicale. Rafaela a dû découvrir seule ce qui pourrait la soulager. Et elle nous raconte tout son cheminement, les enseignements retirés de sa quête pour se sentir mieux et surtout comment elle en est parvenue à mettre fin à tous ces maux. Alors, je souhaite également te prévenir qu'au début de l'épisode, nous avons fait quelques petites digressions très intéressantes, pas forcément liées de manière directe au sujet du jour, mais néanmoins, finalement, tout est lié dans la vie. Donc, je te préviens pour que tu puisses rester accroché, mais le début de l'épisode est vraiment très intéressant également. Mais avant aussi de plonger dans cet épisode, je souhaite passer à l'instant dédicace du jour. Aujourd'hui, je souhaite mettre l'une d'entre vous à l'honneur qui a peut-être pris le temps de laisser un commentaire, un message à la suite de l'écoute d'un épisode. Je laisse la place à Dessine-moi un chemin qui m'a laissé son message sur Instagram suite à l'écoute de l'épisode numéro 49 et qui nous dit « Un épisode qui a fait beaucoup écho en moi. Entendre Nelly parler ainsi de sa reconversion me donne vraiment l'envie et l'énergie de me remettre en mouvement par rapport à ma propre envie de reconversion. Ces témoignages sont des ressources précieuses et peuvent avoir un vrai impact. » Merci beaucoup, Dessine-moi un chemin pour ton message. Comme je disais au début de l'introduction, effectivement, le partage d'histoires et d'expériences sont vraiment des sources d'énergie très intéressantes que j'adore. Même moi, je prends beaucoup de plaisir et d'énergie à vous rencontrer autour du micro. Et si tu souhaites soutenir le podcast, faire en sorte qu'il rayonne autour de toi et qu'il soit un maximum découvert par d'autres personnes, n'hésite pas à le partager à ta famille, ton entourage, tes collègues, peu importe. Partage-le un maximum. Tu peux également laisser ton commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Et pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à t'inspirer et à te divertir, tu peux réaliser également un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Rafaela. Belle écoute! Hello Rafaela! Bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors, toute première question, déjà je te laisse même pas prendre la parole. La première question que j'aime bien poser à mes invités, c'est de me dire comment tu vas aujourd'hui, avec quel état d'esprit es-tu arrivé face à moi, voilà, avec toute authenticité et honnêteté vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de toi-même également. Merci beaucoup pour l'accueil. Écoute, aujourd'hui, ça va super bien. Ça ne veut pas dire que tous les jours, c'est la forme
comme je suis entrepreneuse et que c'est pas toujours facile de vivre les aléas de la vie d'entrepreneuse, quoi, les hauts et les bas. Mais aujourd'hui et cette semaine, c'était une super semaine avec plein de bonnes nouvelles. Donc, j'arrive avec de super vibes. Je suis vraiment contente, heureuse de ce que je fais tous les jours. Et voilà, j'ai pas eu de merde ce matin en me réveillant encore, gros. Pas de mauvaises nouvelles. C'est quoi en gros les merdes que tu peux avoir, par exemple, si on doit un petit peu plus comprendre ton mode de vie d'entrepreneuse? Ouais, alors en fait, parfois, alors en général, c'est la loi des séries. Quand je me réveille, le matin avec une mauvaise nouvelle, par exemple, un client qui se plaint parce qu'il a reçu un produit cassé ou ce genre de choses, tout le reste de la journée, il va y avoir des problèmes. Donc, une livraison de matières premières en retard, une journaliste qui finalement, ne n'a pas rédigé, l'article que j'aurais souhaité, un employé qui finalement, aujourd'hui est tombé malade et pourtant il y avait une urgence pour le lendemain. Voilà, c'est un peu ça le quotidien de l'entrepreneuriat. Donc en général, voilà, quand je me lève et qu'il y a une mauvaise onde, ça me suit pour toute la journée. Et est-ce que tu as des petits tips, des petits conseils, enfin, des choses que tu appliques justement pour essayer de relativiser ou peut-être de continuer ta journée malgré ces petites merdes qui t'arrivent? Oui, tout à fait, ouais, ouais, heureusement, hein, sinon sinon j'aurais pas persévéré. C'est vrai que quand on est entrepreneur, déjà, on sait qu'on va se lancer dans une aventure qui va pas être simple à vivre tous les jours. Mais ça va être la réponse à un souhait de longue date. Enfin, moi, je sais qu'avant de me lancer, ça faisait déjà 5 ans que je pensais à me lancer dans l'entrepreneuriat. Avant, j'étais employée, je travaillais dans les banques et cetera, donc je savais que j'allais sauter le cap un jour. Donc en fait, ce que je me dis toujours, c'est pas facile, mais c'est normal. Et c'est un petit peu comme si, alors je suis pas croyante, mais c'est un peu comme si Dieu, quand même, pour les croyants, m'avait mis un peu des épreuves sur la route, mais que c'est juste un test. C'est juste pour me tester, pour savoir si je suis prête à être vraiment entrepreneur, si je suis prête à persévérer. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de boîtes avaient été lancées par des super entrepreneurs qui aujourd'hui inspire énormément de monde, mais que très peu de personnes étaient au courant que ces mêmes personnes, pendant 2, 3, 4 ans, ils avaient trimé, ils avaient été confrontés à des obstacles, à des gens qui ont un petit peu, leur ont un peu coupé de l'herbe sous le pied. Donc c'est ça qui me donne beaucoup de courage au jour le jour. Donc en tant que conseil, plus tips, vraiment actionnables tous les jours, c'est j'écoute des podcasts de gens, qui, relatent leur expérience, ou plutôt des coachs qui sont aussi, sur le bien-être dans la vie de tous les jours. Et puis, j'écoute de la musique aussi, en fonction de mes humeurs. Donc, quand par exemple, j'ai justement une merde, je vais écouter, la musique, Nobody Said It Was Easy. Ça va me rassurer psychologiquement. Ou alors You Can't Always Get What You Want des Rolling Stones, voilà, ça me rassure. Et d'autres fois, je vais aussi écouter des musiques beaucoup plus joyeuses parce que justement, j'aurai une super réussite et je célèbre chaque réussite, aussi petite soit-elle. Donc ça peut être, par exemple, là, on est en train de faire un nouveau packaging pour une occasion spéciale, un événement qui va être super chouette et le packaging est canon, c'est un peu une surprise pour les invités et tout. Et juste ça, qui a été un projet de 2 jours, je suis hyper contente du résultat et du coup, bah, je me suis mis la musique à fond hier soir à la maison et j'ai fait: «C'est génial, ça va vraiment plaire aux invités de cet événement» et je suis très fière, quoi. Donc ça peut être, donc le deuxième type, c'est vraiment célébrer les petites réussites, aussi petites soient-elles. Ça peut être un recrutement de quelqu'un de super, ça peut être, justement, l'atteinte d'un projet, même si ce projet a duré que 2 jours, ça peut être un chiffre d'affaires atteint, ça peut voilà, chaque centime compte, chaque micro avancement compte, donc il faut le célébrer, c'est très important. Ça peut être aller boire un coup avec des copains, ça peut être la musique à fond à la maison, voilà. Il faut pas rester dans son renforcement négatif, mais renforcement positif, donc voilà. Donc c'est comme ça que je survis à l'entrepreneuriat. Et que tu vis à fond l'entrepreneuriat. Ouais, carrément. Mais finalement, ce que tu as partagé, ça peut s'appliquer aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas entrepreneurs, parce que c'est pas une fin en soi, hein, d'être entrepreneur non plus. De célébrer aussi chaque petite victoire dans sa vie personnelle, sociale, eh bien, c'est aussi important en fait. Donc, Complètement, c'est voilà, complètement.
Et d'ailleurs, j'encourage pas du tout le monde à devenir entrepreneur parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société où on valorise plus les entrepreneurs que tous les autres jobs qu'on a, alors que c'est pas une bonne solution parce que certaines personnes sont des killers en entreprise, ils sont super forts, et demain, s'ils deviennent entrepreneurs, ils seront peut-être très malheureux. Donc il faut vraiment suivre ce qui nous anime au jour le jour et peut-être que toi, en entreprise, tu préfères faire du 9 to 5 et après retrouver tes enfants et t'éclater et avoir une vie perso beaucoup plus animée. Voilà, c'est pas une fin en soi d'être entrepreneur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh. Alors, je viendrais juste nuancer, en fait, mon propos. En t'écoutant, hein, ça me fait penser à quelque chose. Je Ouais. pense qu'on est tous entrepreneurs, en fait. On a tous une fibre entrepreneuriale. C'est juste qu'aujourd'hui et là, notamment le spectre qu'on a pris, et que et derrière le terme entrepreneuriat que l'on entend souvent, c'est souvent lié à un projet professionnel. Or, on peut entreprendre dans la vie. En fait, entreprendre, c'est passer à l'action. Et dans notre vie, au quotidien, on entreprend. Après, il faut savoir à quelle fin on entreprend. Mais au contraire, je pense que l'entrepreneuriat, c'est ultra important. Mais justement, je suis d'accord, c'est pas une fin en soi d'entreprendre dans un objectif dans une visée professionnelle, par Ouais, exemple, de création de sociétés, d'entreprises, etc. Mais par contre, moi, j'invite tout le monde à se poser la question, dans ma vie, qu'elle soit personnelle, sociale ou professionnelle, où est-ce que j'entreprends, où est ma fibre entrepreneuriale. Et c'est il y a vrai. plein de personnes qui entreprennent dans leur vie personnelle parce qu'elles font partie d'associations, par exemple, elles font du bénévolat, ou elles entreprennent dans leur jardin, ou dans des associations du respect animal, enfin peu importe, même si c'est pas leur métier au quotidien, elles sont entrepreneurs également. C'est vrai. Ou qui veulent aussi se préparer pour un triathlon, par exemple, Oui. ou préparent un voyage en tour du monde. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que même si c'est pas que le business qui compte, c'est vrai que moi j'ai un peu le spectre business dans l'entrepreneuriat, mais qu'en fait on peut entreprendre, on peut être heureux en organisant des choses autour de sa vie qui sont, un peu, tu as raison, de l'entrepreneuriat, mais qui sont pas de l'entrepreneuriat business pur et faire de l'argent, quoi. Ouais. Alors attends, justement, je suis en train en direct de chercher la définition du Larousse d'entreprendre, qui nous dit: «C'est commencer à exécuter une action, en général longue ou complexe, entreprendre des études». Il avait entrepris de nous prouver que nous avions tort, par exemple. Donc en gros, c'est voilà, c'est le fait de passer à l'action, d'exécuter une action, de passer de la réflexion, de l'absence de réflexion à la réflexion, à la mise en application, à l'action. Tout à fait, exactement, très juste. Voilà. C'est beaucoup Bon. plus clair. Petite parenthèse, petite déviation dans l'épisode, on va revenir le sujet du jour. Mais avant, on va continuer un petit peu à apprendre à te connaître, Raphaëlla. Si tu devais te présenter en 3 mots, lesquels seraient-ils? En 3 mots, c'est un exercice très difficile, mais je dirais, je suis déterminée, bonne élève et impertinente. Voilà. OK. Donc j'étais Heu, un peu la bonne élève à l'école qui était au premier rang, et qui avait vraiment, des super notes parce que je suis une grosse bosseuse. Mais d'un autre côté, je m'en foutais un petit peu de la hiérarchie et de l'autorité que les profs pouvaient avoir. C'est-à-dire que j'arrivais à les manipuler en me «soumettant» entre guillemets. C'est-à-dire j'acceptais le fait que, voilà, ils me disent, ils me fassent une remontrance, mais au fin fond de moi-même, je m'en foutais totalement en fait de ce qu'ils me disaient. Ça m'affectait pas vraiment. Voilà. C'est pour ça que je suis impertinente, je pense. mmh. Et dernière petite question pour apprendre à mieux te connaître. Si tu avais un objet aujourd'hui qui te représenterait, ce serait lequel? Un lit, Pourquoi? parce que j'adore dormir en fait. C'est, vraiment, en fait, dormir pour moi, ça me reboot vraiment comme si j'étais, voilà, que j'étais comme si j'étais un ordinateur et qu'on me mettait un nouveau logiciel dessus, pour nettoyer mon disque dur. Le sommeil, c'est ce qui m'aide le plus et le sommeil dans tous les sens du terme, que ce soit le sommeil de 8 9 heures pendant la nuit, mais aussi les micro-siestes. Parfois, je me sens même pas fatiguée, mais juste stressée et je vais faire une sieste de 10 minutes et quand je vais me réveiller, je vais avoir les idées au clair, en fait.
J'utilise aussi le sommeil pour prendre des grosses décisions. Je prends jamais de décision quand je suis fatiguée parce que je sais que même s'il se trouve que par, un heureux hasard, c'était la bonne décision, j'en serai jamais aussi convaincue que quand je me réveille le matin. Je suis assez, du matin, en fait, même si, en fait, quand j'habitais aux États-Unis, donc à New York, les gens se réveillent à 6 heures du mat, ils vont à la salle de sport, et cetera. Donc j'ai été un peu biberonnée à ça, on va dire, en début de carrière, et en rentrant en France, j'ai appris à dormir le matin et en fait, qu'on pouvait faire son sport après le travail parce qu'on finit pas le travail si tard ou à la pause déj parce qu'il y a une vraie pause déj. Donc ça a revu ma façon de voir le côté matinal, mais c'est sûr que je suis beaucoup plus au clair le matin. Donc au sortir du lit, c'est le moment où je suis au clair, que je prends les meilleures décisions et où je suis le plus zen, en fait. Mmh. Et justement, est-ce que tu es, quel type d'entrepreneur tu es? Parce qu'on entend beaucoup parler des entrepreneurs qui travaillent jusqu'à pas d'heure le soir et puis après ils se lèvent tôt pour faire la miracle morning. Toi, comment tu gères justement tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as testé d'abord ce type de fonctionnement? Comment ça se passe? Alors, la Miracle Morning, je l'avais plus quand j'étais, en fait, en poste à New York. Là, pour le coup, je me réveillais, donc ouais, à 6h30 du matin. J'allais faire du sport, je rentrais, je prenais un petit déj complet et après je partais au boulot et je finissais très tard, le boulot. Donc oui, j'avais un sorte de Miracle Morning avant, mais en fait, dans l'entrepreneuriat, on a déjà tellement de pression, l'entrepreneuriat business, je veux dire. Mmh. On a déjà tellement de pression et bah, on s'en met soi-même aussi, que je me dis: «Tout le reste de ma vie, je veux pas de pression». Donc je fais ce qui me plaît, ce qui me fait me sentir bien. Donc par exemple, le matin, maintenant, je vais plus me «forcer» entre guillemets à me réveiller trop tôt pour justement aller faire mon sport, mon machin, mon truc. Je vais me dire plutôt, bah, le matin, ce qui me fait plaisir, c'est de me réveiller, mettre un podcast, sur mes grosses enceintes à la maison et prendre mon petit déj et voilà, et me prendre 30 minutes à penser à rien d'autre que le moment présent. Donc ça peut être vu comme un miracle morning, mais je veux dire, moi, je rentre pas du tout dans le truc de je me réveille à 6 heures du matin, je fais la salutation au soleil, après je vais boire un jus détox, green, non, je rentre pas là-dedans parce que je veux pas me mettre, plus de pression et plus de contraintes que j'en ai déjà au Mmh. cours de ma journée. Et donc, je fais partie, oui, par contre, des entrepreneurs qui finissent tard de bosser, mais comme j'ai monté ma boîte avec mon copain, ça nous aide en fait, d'être en couple parce que du coup, on s'autogère mutuellement. Donc, quand quelqu'un, par exemple, va bosser, l'un des 2 va dire: «Ah, j'ai pas terminé un truc, il est 19h30, 20h, j'ai envie de continuer encore un peu». L'autre lui dit: «Bah, c'est le moment de couper et qu'on a une vie de couple maintenant». Donc, quand il est pas là, parce que lui, il est en prospection commerciale, il traverse toute la France pour vendre nos produits dans des magasins bio. Donc quand il est, en déplacement, là, j'ai des rechutes où je peux finir jusqu'à 21h-22h. J'essaye de pas dépasser 22h parce que de toute façon après mon cerveau, il est en bouillie, je peux plus réfléchir. Mais quand il est là, on essaye d'arrêter à 19h. Donc mon hygiène de vie est quand même hyper important parce qu'en fait, on parfois je me fais aussi un wake up call en me disant: «Le business, le travail, c'est important, mais finalement, si demain on t'apprend que tu as une maladie grave, il faut il faut pas que tu regrettes ta vie d'avant, d'hier, ce que tu as fait hier. Et je pense que si demain on me déclarait une maladie grave, le truc que je pourrais le plus regretter, c'est de ne pas avoir passé beaucoup de temps avec ma famille, mes amis et d'avoir fait attention à moi, d'avoir, bien inclus tous les jours un moment de sport ou de détente, de bien manger, équilibré et cetera. Voilà, c'est ça mon qui fait mon vrai bonheur. Mmh. Ah, c'est intéressant cette projection qui peut paraître un petit peu, comment dire? Un peu pas même plus que triste, mais je trouve que ça sert. Moi, je fais un peu la même chose aussi dans les prises de décision de gros projets dans ma vie, par exemple, où je me ré où j'ai des fois, j'ai un peu de crainte et je me projette un peu, moi, dans mon cercueil. Donc c'est vraiment très morbide. Mais franchement, ça m'aide énormément parce que derrière, je me dis: «Mais à ce moment-là, si tu avais encore la conscience dans ton cercueil, qu'est-ce que tu penserais de ce projet et de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait?» Et généralement, ça me facilite la prise de décision Oui, et qu'on se rend compte dans ce genre de contexte que nos peurs, des fois, elles sont tellement infondées, en tout cas avec les éléments que l'on a entre nos mains et dont on a conscience à l'instant T, ces peurs sont infondées, en fait et que le passage à l'action, le fait d'entreprendre
permet d'enlever ses peurs et de passer à autre chose et en fait, d'éviter les regrets justement ou des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas faites et cetera. Je suis totalement d'accord avec toi et ça me permet de rebondir, sur 2 points. Le 1er, c'est quand j'étais, employée, j'étais une consultante et j'avais énormément de pression de mon management et cetera et un jour, un client que j'avais qui était hyper haut placé à la Société Générale, m'envoie un message après que j'ai fait un énorme meeting. À l'époque, j'avais 25 ans, c'était devant des gens, que des C-level de la Société Générale et j'étais toute seule à l'âge de 25 ans devant évidemment que des hommes en plus, dans la banque malheureusement. Voilà et en fait, il m'envoie un message le lendemain en me disant: «Je suis très mécontente du meeting d'hier», donc mon client, hein, qui était haut placé, «très mécontent, c'est vraiment scandaleux» et cetera et il met en copie tous mes boss de mon cabinet de conseil. Et là, mon monde s'effondre. J'étais hyper mal, je me sentis vraiment mal pendant une journée et à un moment donné, j'ai écouté du coup des podcasts et cetera de développement personnel et j'ai eu, le déclic, ça a été quand j'ai écouté un podcast qui faisait un petit peu de la visualisation où en fait, il disait de fermer les yeux et de voir un arbre et après on dézoome, 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 dézoome et finalement on est dans l'espace et on voit cet arbre de l'espace et ça m'a vachement aidée à relativiser parce qu'en fait, la question que je me suis posée ensuite, c'est: est-ce que dans même genre 3 semaines, tu vas repenser à cet événement et mettre autant d'émotionnel que tu mets en ce moment dedans? Et la réponse était non. Et quand j'y repense maintenant, c'était il y a 3 ans, je me dis même que j'aurais dû peut-être, l'appeler et lui dire, «Écoute, moi, tout le monde avait l'air content autour de la table, je vois pas ce que tu as mal perçu, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer?» Et en fait, parfois quand on est trop la tête dans le cambouis et un peu dans le moment présent, on a tendance à surdoser l'émotionnel qu'on met dans quelque chose, alors qu'en fait, in fine, est-ce que à la fin de tes jours, quand tu seras exactement dans ton cercueil ou sur ton lit de mort, tu vas te dire: «Ah, ce jour-là, il y a mon client qui m'a engueulé, qui m'a humilié devant 10 personnes au placé de la Société Générale», qui, à mon avis, n'existe plus actuellement. Enfin, voilà, c'est vraiment, je suis d'accord avec toi sur le fait que voilà, ça aide de se projeter dans le temps pour relativiser les petites merdouilles qu'on a tous les jours dans sa vie. Mmh. Et j'avais un deuxième exemple, mais je ne m'en souviens plus. Donc C'est pas ça grave, reviendra après. voilà, tu pourras l'insérer plus tard dans l'échange. Mais du coup, moi, je rebondis aussi. On va passer notre temps dans cet épisode à rebondir. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés. Donc voilà, vous marchez tranquillement. Mais moi, c'est parce qu'en ce moment, je suis à fond dans la permaculture, par exemple. Et d'ailleurs, je pense que je vais en dédier pas mal d'épisodes sur mon autre émission que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps, Une graine germe, qui est vraiment une émission dédiée à toutes mes réflexions, mes prises de conscience sur notre place dans le monde, notre impact, etc. Et en fait, cette notion de zoom, dézoom que tu as mentionné, ça m'a fait penser à ça parce que, en fait, en apprenant sur la permaculture, je me rends compte à quel point on est petit et en même temps, on est un petit élément dans cet écosystème, mais on est aussi nécessaire et on est tellement petit, mais on a aussi tellement d'impact, parfois un peu négatif. Et tout ça pour dire que quand tu dézoomes sur l'écosystème, tu te rends compte à quel point toutes les espèces, faune et flore sont tellement interdépendantes entre elles. Et que nous, effectivement, comme tu mentionnes sur la galaxie, on est un élément parmi cet écosystème, mais comme l'abeille est un élément parmi un autre, comme telle plante va être bien associée à tel arbre pour justement se compléter et rendre la terre plus fertile. Enfin, c'est incroyable justement ce lien qu'il y a. Et justement, je trouve que, enfin, je sais pas si ça a vraiment un lien avec l'épisode, mais cette notion de dézoom que tu as mentionné, moi, ça me fait penser à ça sur cet écosystème. Quand tu dézoomes, tu te rends compte de l'écosystème et tout ce qui est interconnecté, et donc l'importance de chaque élément aussi, les uns avec les autres, en fait, pour créer la biodiversité qu'on connaît actuellement et qui nous est nécessaire à la survie de toutes les espèces, en fait. Carrément. Et ça, c'est incroyable, je trouve, enfin, c'est... Ouais, c'est assez incroyable, je trouve. J'apprends des choses tous les jours, je dis, mais c'est incroyable, en fait, ça existe pour ça. Ah Oui. ouais. Et tu te rends compte que des fois, le simple geste de, par exemple, de tuer une araignée, en fait, ça vient bouleverser
Alors oui, à petite échelle, c'est rien, mais quand tu te rends compte que tout le monde fait ça, ça peut venir bouleverser toute la chaîne derrière, quoi. Donc voilà. Complètement. C'est très juste ce que tu dis et d'ailleurs sur la culture, moi aussi c'est vraiment un déclic que j'ai eu récemment parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tu vois, par exemple, «Ah mais c'est relou quand les arbres, ils perdent leurs feuilles, après il faut nettoyer et cetera, il y a des feuilles partout». Mais en fait, les feuilles, quand tu es enfin dans la nature, elles servent à créer un sorte de compost, en fait, qui fertilise, en fait, la terre, qui permet ensuite à des plantes de pousser. Ces plantes vont faire peut-être une fleur. Sur cette fleur va venir une abeille qui va transporter sur elle, du coup, un peu de pollen de cette fleur, qui va polliniser une autre. Et tu as tout un écosystème qui se forme, qui va faire du miel. Et le miel, bon, bah après, c'est les humains qui exploitent un peu les abeilles. Mais bon, voilà, il y a quelque chose de très... en fait, comme tu dis, tout a un sens. Et si tu retires un maillon de la chaîne, ça va plus. Par exemple, j'ai un bon exemple sur les éléphants. Parce que j'ai eu un débat hyper intéressant il y a 3 ans. Je suis allée en Afrique du Sud. Et dans ma tête, les éléphants, enfin vraiment, moi, je suis une grande protectrice des animaux. Je suis un peu une Brigitte Bardot de 2022. Voilà, les animaux, je les aime tous, qu'ils soient beaux, moches, peu importe. Et les éléphants, du coup, pour moi, c'était fascinant pour moi. Je trouvais cet animal incroyablement intelligent, etc. Ce qui est vrai, c'est un animal très intelligent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, alors, je vais raconter mon histoire plutôt. Donc, du coup, j'arrive donc en Afrique du Sud et là, je parle avec un mec du Zimbabwe et la première chose qu'il me dit sur les éléphants, c'est incroyable les éléphants parce que quand tu les chasses, c'est absolument génial comme chasse parce que ci et ça. Et là, moi, j'ai regardé, je me suis dit, mais moi, les éléphants, j'y vais pour les voir, pas pour les chasser. Et il m'a dit, oui, mais ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, comme il y a trop d'éléphants, en fait, aujourd'hui, ils détruisent les arbres, parce que les éléphants, quand ils se nourrissent, en fait, bon, bah, ils cassent des branches, etc. Et ils détruisent les arbres, ce qui fait qu'en fait, ils détruisent les plantes, quoi, en fait. Et un sorte d'écosystème. Et là, j'ai réfléchi au truc, j'ai fait, ouais, mais en fait, le mec prend le problème dans le mauvais sens, parce que le vrai problème, c'est que les éléphants n'ont plus de prédateurs naturels. Donc, en fait, tout est lié, quoi. Si on réintroduisait des prédateurs naturels et que du coup, on laissait plus de place aux animaux pour vivre, parce que pourquoi il n'y a plus de prédateurs? Parce que les prédateurs mangent le bétail et que les personnes qui sont des fermiers, etc., je peux comprendre, ils n'ont pas envie de se faire bouffer toutes leurs poules, tous leurs animaux, leurs bêtes, etc. Donc en fait, eux, ils ont tué les prédateurs et ensuite, nous, on fait la chasse aux éléphants parce qu'il y en a trop, parce que ça détruit les arbres. Donc en fait, il faudrait juste remettre les choses dans le bon sens, quoi. Et Dézoomer. Dézoomer, exactement, dézoomer, arrêter d'être la tête dans la vie de tous les jours. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, je pense que toute notre argumentation là, c'est pour faire un point sur le fait que apprendre à relativiser, c'est aussi prendre du recul sur ce qui est vraiment important dans la vie, en fait. C'est pas parce qu'on s'est fait un peu engueuler au travail, parce qu'on a fait un peu une erreur, etc., que le monde s'écroule. Le monde continue. Exactement. Exactement. Et après, c'est toute une question aussi d'équilibre. Tu prenais l'exemple des feuilles mortes qui remontent jusqu'à l'abeille, qui pollinise, qui crée son miel et que nous, on exploite en tant qu'humains. Encore une fois, c'est une notion d'équilibre parce qu'aussi en tant qu'humains, là, notre impact positif peut être de créer certaines ruches pour protéger les abeilles et leur faciliter une partie de leur travail, mais à condition qu'effectivement, on leur prenne pas tout le fruit de leur travail. C'est comme si l'État nous pompait tout notre argent, par exemple, quand on travaillait. Ce qui est un peu le cas, mais pas totalement non plus. On nous en laisse un petit peu. Ouais. Et donc, du coup, c'est ça, le miel, et c'est un élément, c'est l'un des aliments des abeilles, elles s'en nourrissent, notamment la reine, etc. Donc, il leur en faut. Pour nous, ça a aussi beaucoup de vertus. Vaut mieux encore, des fois, consommer du miel, du pollen frais, de la gelée royale, plutôt que de mettre notre argent dans des lobbies pharmaceutiques, par exemple. Ouais. Par contre, pour autant, on n'a pas besoin de manger des kilos de miel, ni de pollen frais, ni de faire des cures de pollen frais de gelée royale tous les jours. Et la manière dont on prend
aussi le miel, quand on exploite le miel en termes de qualité d'exploitation et de quantité, là c'est là où on a un impact à jouer, une prise de conscience à avoir. Mais c'est encore une question de chaque élément en fait de l'écosystème, chaque maillon va aussi prendre des choses, mais va aussi en redonner derrière. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des certaines espèces, comme l'être humain, prend beaucoup plus qu'il n'en redonne. Et ce qu'il redonne, c'est beaucoup plus de déchets que la planète n'a le temps d'absorber, en fait. C'est là où il y a un déséquilibre. Mais encore une fois, on est un maillon parmi les autres et on a aussi le droit de prendre des choses à condition que derrière, on puisse en redonner aussi. Oui, 100% d'accord avec cette approche. Ah là là. Bon, bah écoute, on va clôturer parce que sinon, si tu veux, on pourrait refaire un épisode dédié, mais dans ce cas, ce sera sur l'autre émission, Une graine germe. Oui. Et puis là, on va se recentrer, même si c'est passionnant, mais on va se recentrer sur le sujet du jour. Là, je remets un petit peu de contexte. D'introduction, tu m'as contacté parce que tu m'as dit voilà, j'ai une histoire personnelle à raconter et je pense que ça peut parler à certaines personnes. Donc moi j'aime beaucoup pouvoir partager des histoires de vie. Donc je dis ok, pas de souci, on y va avec un grand oui. Tu m'as dit que tu avais justement vécu des grosses périodes de sensations de fatigue intense, de troubles digestifs et que tu avais réussi à t'en sortir. Et donc moi, ce cheminement m'intéresse énormément parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui peuvent se retrouver dans ton histoire, à savoir souffrir peut-être des mêmes troubles que tu vas nous expliquer, citer, peut-être d'autres, mais en tout cas, effectivement, le cheminement que tu as eu, je pense, est super intéressant à partager. Donc, est-ce que tu pourrais, parce que rien de mieux que toi pour expliquer vraiment ton histoire, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, nous raconter les différents symptômes justement que tu vivais à l'époque, nous remettre un petit peu de contexte dans ta vie, et puis après, on continuera sur ton expérience de l'exploration. Avec plaisir. Donc en fait, pour donner un petit peu de contexte, donc du coup, le fait qu'on ait parlé des animaux juste avant, ça permet de mieux comprendre mon approche. J'ai décidé d'être végétarienne, de commencer à devenir végétarienne en 2011. Donc j'étais encore étudiante, etc. Et donc ça faisait déjà 3 ans que j'étais végétarienne et je suis partie aux États-Unis faire un stage. Et en fait, je me suis rendu compte que comme j'étais végétarienne, pour me sentir calée dans tous mes repas, je consommais énormément de féculents et de glucides et de gluten. Donc, notamment des pâtes. Alors, le riz, c'est pas du gluten, mais des glucides. Mais du riz, du pain. En fait, quand on est végétarien, par définition, on ne consomme pas de viande animale. Alors, bon, moi, je mangeais quand même des œufs. Mais bon, les œufs, c'est un petit peu écœurant. On va pas en manger 3 fois par jour non plus. Donc, du coup, pour se caler, en plus des légumes, et je mangeais aussi du fromage. En plus des légumes et du fromage, je consommais pas mal de pain, de pâtes, de riz, de blé et tous ces aliments. Et en fait, j'en ai un petit peu abusé, je pense. Et je crois que mon corps a formé une sorte d'intolérance dont je ne me plains pas non plus à ce stade-là parce que c'est une petite intolérance comme certaines vont et certains vont peut-être se reconnaître dans mon propos. C'est juste que pendant 2 jours, on va pas aller aux toilettes. Ou alors, justement, pendant une journée, on va y aller 6 fois par jour. Donc, des inconforts digestifs, peut-être un petit peu de crampes, etc. Mais tu te dis toujours, ça C'est arrive à tout le monde. normal. Voilà, c'est normal, quoi. Je veux dire, tout le monde dit, genre, ah, aujourd'hui, je suis constipée. Bon, voilà, tout le monde Puis n'en de toute parle pas. façon, je suis trop occupée, j'ai pas le temps de savoir ce que je ressens. C'est ça, j'ai pas le temps de me scanner, quoi. Ouais. Donc la vie continue de toute manière, voilà. Et puis voilà quoi, quand on est étudiante et dans la fast life new-yorkaise en 2014, moi, je pensais juste à faire la fête et je me préoccupais pas trop de mon alimentation. Je faisais du sport quand même parce que j'en ai besoin. C'est pour ça que je prenais pas de poids, mais voilà, je faisais pas spécialement attention à ce que je mettais dans mon assiette. Je cherchais surtout des aliments cheap et qui me calent le plus vite possible sans trop consommer de viande animale. Donc, c'est comme ça que mon histoire a commencé sur l'alimentation et ma recherche.
du bien-être. Donc ensuite, je suis rentrée en France. En France, ça allait un peu mieux, bon, parce que j'habitais avec mon père et que mon père me disait, bah écoute, hein, il y a que ça, donc tu vas manger ça. Donc du coup, parfois, je mangeais quand même un petit peu de viande, etc. Donc ça a rééquilibré en fait quelque chose. Et après, je suis repartie à Montréal à la fin de mes études. Et là, j'ai recommencé aussi à être un peu plus extrême, entre guillemets, c'est-à-dire que je consommais pas de viande animale, etc. Et j'ai fini à New York ensuite, toujours, dans le même cabinet de conseil en 2016 et je suis partie en 2018 et en fait, entre 2016 et 2018, j'ai vraiment eu un déclic, sur pas mal de choses, pas mal de sujets différents sur l'alimentation. Déjà, j'avais toujours ces problèmes de digestion. Tu Bon, continuais à manger beaucoup de glucides comme tu le disais tout à l'heure? oui, à l'époque, je savais même pas que ça s'appelait des glucides, hein, mais effectivement, on consommait, toujours beaucoup de glucides. Mais bon, co comme voilà, en fait, je consommais par exemple une salade, composée avec de la feta dedans et à côté, la moitié d'une baguette de pain parce que je voulais me caler quand même parce que il y avait quasiment que des végétaux dans ma salade. Moi, je me disais: C'est équilibré dans le sens où voilà, j'ai mis plein de fibres, plein de légumes, plein de choses qui sont bonnes pour la santé. Mais d'un autre côté, j'avais quand même la moitié de la baguette de pain ou alors je me faisais des sauces hyper garnies de légumes et cetera et je me mettais quand même, enfin, c'est mon plat principal, c'était des pâtes. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Bon, alors outre, il y a une chose aussi, une aparté que je veux faire, c'est sur le bien-être, mental aussi. Moi, je sais que je sais même pas pourquoi j'ai pas fait de burn-out, en fait, pendant ce temps à New York. Vu comme je travaillais, comme je disais, je me réveillais à 6 heures du mat pour aller au sport. Après, j'allais au travail. J'étais la première arrivée, à la BNP. À l'époque, j'étais à la BNP à New York, donc j'arrivais à 8 heures du mat avant mes clients et je partais à 22 heures après mes clients. Donc et je prenais pas de pause déj parce que la culture aux États-Unis, c'est on prend pas de pause déj parce que les Américains sont plus à prendre un gros petit déj, et après ils vont prendre un souper vers l'heure de 5 heures, donc quand ils vont rentrer du taf quoi et après ils vont encore, grignoter un truc avant de se coucher. Mais il y a pas vraiment la culture du déjeuner. Donc le déjeuner, c'était chacun mangeait son petit snack devant l'ordi, quoi, en gros. Donc, je bougeais pas de la journée, de 8 heures à 22 heures, sauf à aller dans une conference room, enfin, dans une salle pour faire un meeting. Mais je bougeais pas, quoi. À peine pour aller chercher à manger parce que parfois je prenais mon Tupperware. Enfin bref, voilà, j'étais devant mon ordi toute la journée. Et donc je pense qu'il y a aussi le côté bouger pendant la journée, savoir prendre des pauses, le stress, etc., qui a joué aussi sur ma digestion, sur mon alimentation, sur ma fatigue, etc. Donc, mis à part ça, je me suis dit, ok, mais ça, je peux pas le changer. Ça, c'est un vecteur, le stress, etc. Je vais pas pouvoir le changer, mis à part à faire plus de yoga, etc., que j'ai fait. Mais c'est malheureusement, si je veux rester dans ce business hyper stressant, je pourrais pas le changer. Alors, Euh, moi, je te coupe ouais, parce que c'est le genre de choses que je peux avoir, que je peux ouais, beaucoup rencontrer en accompagnement avec mes clientes. Effectivement, c'est quelque chose. Alors, je me permets juste de nuancer tes propos. ouais, On peut changer, mais effectivement, c'est plus compliqué de changer le facteur stress qui est lié à un mode de vie, notamment professionnel, qu'une alimentation. oui, L'alimentation, c'est plus court terme, donc c'est nécessaire. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attarder si on estime qu'il y a un déséquilibre émotionnel dû à un mode de vie, à un rythme de vie ou à un désalignement de valeurs, etc., qu'il ne faut pas le changer. Mais effectivement, faut savoir travailler par palier, par étape, parce que sinon on ne peut pas tout faire dans la vie tout en même temps. Et il y a des choses qui doivent être plus court-termistes et d'autres choses un peu plus moyen long terme, parce que sinon on ne ferait rien, on pourrait rien entreprendre. Si on veut tout entreprendre, on n'entreprend rien. oui. Mais voilà, le facteur stress, après tu nous expliqueras, parce que je pense que tu as quand même beaucoup travaillé sur ça aussi, notamment avec ton changement de vie professionnelle. Mais on peut travailler sur ça quand même, malgré Je tout. suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, je dirais qu'à cette époque, à cette période-là, c'était pas ma priorité de travailler Mm. dessus, même si j'aurais pu, c'est vrai. Mais dans ma tête, je me suis dit vraiment, ma vie, c'est le travail. En fait, j'étais hyper ambitieuse et tout. Je suis toujours super ambitieuse, mais à l'époque, c'était donc pour un employeur, quoi. Et donc, j'ai envie de tout donner et c'est OK pour moi de rester de 8 heures à 22 heures. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait de burn-out d'ailleurs, parce que j'étais quand même en ligne avec ce que je voulais à ce moment-là. C'était pas une obligation, j'étais pas forcée de faire un truc que j'aimais pas. J'adorais ce que je faisais et je voulais travailler énormément.
Donc c'était OK pour moi. Par contre, je me suis dit: «Voilà, je peux quand même pas continuer comme ça, donc faut que j'aille voir des médecins». Donc je suis allée voir des médecins, gastro-entérologues, qui, m'ont dit: «Bon, bah, voilà, moi je vois rien de grave quoi, en gros. Enfin, je vois rien quoi. Faites des analyses, sanguines». Je fais des analyses sanguines, tout va bien, et cetera. Donc je suis rassurée déjà, je me dis: «J'ai pas une maladie grave». Ensuite, je vais voir donc un gastro-entérologue qui me dit: «Bon, bah, vous allez me renvoyer des échantillons de vos selles et on va faire des analyses poussées dessus. Et entre-temps, en attendant de recevoir vos analyses, voici une liste d'aliments qui s'appelle les FODMAP, qui sont littéralement 90% de notre alimentation de tous les jours. C'est vraiment quasiment tous les aliments qu'on consomme tous les jours. Ça concerne le gluten, bien sûr, avec le pain, les pâtes, etc. Mais pas que. Ça englobe aussi des fruits, ça englobe... Il y Des avait quoi? légumes aussi, certains légumes. Ouais, de l'ail, les Mmh mh. oignons, bref, tout ce qui fermente un peu dans notre corps quand on le digère. Les avocats que j'adorais, à cette époque, j'en consommais beaucoup. Donc voilà, j'ai vu cette liste et il m'a dit: «Vous arrêtez tout pendant 1 ou 2 semaines et après vous réintroduisez un aliment après un aliment». Je me suis dit: «Mais je vais jamais m'en sortir, enfin, j'ai pas envie de me mettre dans cette situation». Hem Et évidemment, je n'ai pas pris mon courage à 2 mains pour envoyer mes selles. Du coup, je l'ai jamais fait et je me suis dit: «Bon, OK, voilà, bon, clairement, je pensais être une bonne élève, mais là, je ne le suis clairement pas sur la santé. Je veux pas faire ce que les médecins me recommandent de faire. J'ai pas le temps, le boulot, c'est le truc le plus important, j'ai pas envie d'envoyer mes selles, nanana». Donc j'ai commencé à me dire: «Bon, OK, qu'est-ce que je peux faire?» Bah, je vais regarder déjà ce que je consomme au quotidien. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner de façon plus poussée sur, ce qui dans l'alimentation pouvait gêner la digestion, mais pas que, parce que j'avais aussi des gros coups de pompe, en fait, où j'allais faire des siestes dans les toilettes, du boulot et cetera, quoi. Et pourtant je dormais, c'était OK, quoi. Je me couchais vers 23:00, je me réveillais OK vers 6-7 heures du matin, mais ça va encore, quoi. C'est pas des nuits de 4 heures. Donc je me demandais vraiment ce qui se passait, en fait. Et quand j'ai lu sur internet des choses sur les aliments, je me suis rendu compte qu'il y avait un type d'aliment qui pouvait avoir, des effets sur la digestion et sur le mental, sur le moral, sur la fatigue, sur l'énergie et tout. Et ce groupe d'aliments ont un macronutriment le plus connu qui sont les glucides, soit les sucres. Alors, petit point définition peut-être si vous voulez, sur ce Mmh que mh. c'est que les glucides. En fait, les glucides, ce sont, des macronutriments qui sont surtout dans tout ce qui est, féculent. Donc par exemple dans les pommes de terre, ou bien dans le pain, le riz, non pas si le riz, il y a des glucides aussi. Beaucoup de Toutes les céréales Toutes les céréales, exactement. et les fruits. Et les fruits, exactement. Et tout ce qui est sucré. En fait, oui, effectivement, les glucides, on parle toujours de sucre, mais ça donc c'est tous les aliments sucrés ont des glucides, mais également les aliments qui ne sont pas forcément sucrés, comme tu le mentionnais, par exemple, les pommes de terre, la famille des céréales possèdent des glucides, mais ce ne sont pas des aliments qui ont un goût sucré en bouche. C'est pour ça que pas peu de personnes, mais il y a des personnes qui ne pensent pas qu'il y a du sucre, en fait, dans les céréales, mais si, en fait, ça fait bien partie de la famille des glucides. Après, il y a différents types de glucides et justement, on en parlera juste après. Tout à fait, exactement. Et par exemple, donc en fait, là où souvent on n'a pas la bonne définition des glucides, c'est qu'en fait, on pense que ce qui élève le taux de sucre dans notre sang quand on le consomme, c'est forcément des aliments qui ont un goût sucré, exactement comme ce que tu mentionnais il y a un instant. Et la raison pour laquelle, en fait, c'est pas que les aliments qui ont un goût sucré qui élèvent le taux de sucre dans le sang, c'est que les aliments, par exemple, prenons l'exemple du pain, le pain blanc. En soi, il n'a pas un goût sucré, c'est même considéré plus comme un produit un peu salé. Et bien, en fait, ce sont des molécules de glucose, de saccharose, bref, il y a plusieurs molécules de sucre simple qui sont imbriquées les unes aux autres. Et à tort, ça a été nommé sucre lent
pendant des années. En fait, c'est plutôt des sucres complexes dans le sens où c'est plusieurs molécules imbriquées les unes aux autres. Et pendant notre digestion, nos enzymes digestives sont chargées de les détacher. Et au moment où ça se détache, ça passe dans le sang et ça élève le taux de sucre dans le sang. Et c'est pour ça qu'en fait, les glucides aussi, en dehors des sucres simples, élèvent la glycémie, élèvent le taux de sucre dans le sang. Et c'est ça où le commun des mortels ne connaît pas, et moi je ne connaissais pas non plus, j'ai découvert vraiment en faisant des recherches poussées. À l'époque, ce n'était pas à la mode en plus de s'intéresser à ce genre de sujet. Enfin, ça commençait tout doucement, mais bon, voilà. Et alors que par exemple les sucres simples, juste pour faire la différence entre sucre complexe et sucre simple, c'est que les sucres simples, ce sont des molécules qui sont seules en fait. Donc c'est que du glucose et du fructose qui ne sont pas rattachées les unes aux autres. Donc il n'y a pas les enzymes digestives qui viennent les casser pendant la digestion. C'est juste ça la différence, mais finalement, c'est quand même plusieurs molécules de glucose qui sont collées les unes aux autres dans le pain par exemple. Donc glucose égale sucre. Et donc, quand on consomme donc, des aliments riches en glucides, on a donc le taux de sucre dans le sang qui augmente. Et c'est là où j'ai eu mon premier déclic. Je me suis dit, waouh, ça, je ne savais pas. Donc, en fait, quand je consomme la moitié de mon assiette, c'est une salade et la deuxième moitié, c'est une baguette, ça compense pas tellement, en fait. Il y a quand même beaucoup trop de glucides dans mon alimentation. Ou alors, quand je me faisais un plat de pâtes entier, même si je faisais une belle sauce à côté, ça restait quand même mon plat principal. Et puis souvent, ça cale bien quand même les pâtes. Donc, on ne va pas consommer un truc à côté. Malgré tout, justement, pour venir sur la notion de satiété et d'équilibre alimentaire, tu mentionnais que les glucides, c'était un macronutriment. Donc, je vais juste compléter en disant qu'effectivement, il existe 3 macronutriments, les glucides, mais aussi les lipides et les protéines. Et généralement, un repas qui va beaucoup plus rassasier, au-delà de l'équilibre alimentaire en apportant tous les micronutriments dont on a besoin, si on prend juste le spectre du rassasiement, les glucides, ce n'est pas le macronutriment qui va le plus rassasier. Alors oui, tu parlais du fait que le pain, ça va te rassasier, mais un instant, ça veut dire qu'effectivement, ça va prendre beaucoup de place dans l'estomac, donc on va avoir un effet de satiété qui va être présent assez rapidement. Malgré tout, la digestion des glucides, de manière générale, pour l'instant on reste sur le général et on verra après les différents types de glucides, mais la digestion des glucides est beaucoup plus rapide que la digestion des lipides et des protéines. Donc sur du long terme, le rassasiement sera beaucoup plus intéressant et efficace si on a un repas qui a des glucides, mais aussi des protéines et des lipides. Et si on prend l'exemple de ta salade avec du pain, je ne sais pas s'il y avait une vinaigrette avec ou des oléagineux avec du gras, par exemple. Il y avait peut-être un peu de feta, mais finalement, c'était une petite part. Donc, la part de protéines et de lipides était quand même assez minime comparée à ton apport en glucides. Ouais. Donc, le rassasiement sur du long terme n'était pas forcément non plus présent. Très juste, oui. Parce que les protéines et les lipides sont plus difficiles à digérer par nos enzymes digestives, en fait, et c'est pour ça que ça prend plus de temps et donc qu'on est calé facilement 2-3 heures, alors que les glucides, comme tu dis, ça se digère super vite, ça passe très vite dans le sang et donc on est rassasié une demi-heure, 1 heure si on a de la chance. Et c'est effectivement les pâtes, quand je me fais juste un plat de pâtes sans sauce, sans à côté, etc., je suis calée 1 heure, quoi. Même si sur le coup, ouais, j'ai un sentiment de mon ventre se remplit énormément, mais ça va pas rester dans le temps. Oui. Donc, on revient justement sur ton histoire. Tu as donc découvert que cette notion de glucides. Et du coup, qu'est-ce que tu en as fait par rapport à tes troubles digestifs? En quoi tu as dit peut-être qu'il y a un lien entre mes troubles digestifs, mes symptômes de fatigue et cette notion de glucides que je viens de découvrir? Alors en fait, je suis passée par plusieurs étapes. La première, c'est que j'ai lu beaucoup de littérature, beaucoup d'articles scientifiques qui expliquaient que le sucre, ça provoquait donc le sucre, les sucres, les glucides, ça provoque donc un pic de taux de sucre dans le sang. Ça nous faisait sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est située dans notre pancréas et qui vient
chercher en fait le sucre qui se balade dans le sang pour aller le stocker dans nos graisses ou dans nos muscles si on est en pleine activité physique à ce moment-là. Et que en fait, du coup, bah forcément, dans le sang, on a beaucoup de sucre et d'un coup, plus de sucre parce que l'insuline est venue le stocker. Donc là, à ce moment-là, on a un coup de barre, en fait. C'est ce qu'il y avait écrit dans la littérature et dans les articles scientifiques que j'avais vus, c'est qu'en fait, bah, d'un coup, on est en sorte de hypoglycémie réactionnelle où notre corps va se demander ce qui se passe. D'un coup, il avait énormément d'énergie disponible dans, voilà, dans le sang, et d'un coup, il n'a plus rien du tout. Donc, forcément, il va, en redemander. Donc, souvent, on a du coup une addiction au sucre qui nous entraîne à revouloir en consommer, etc. Et numéro 2, on a cette chute d'énergie, de fatigue. Donc ça, c'était sur la partie énergie. Mais sur la partie digestion, le sucre et les glucides, en fait, viennent détruire notre microbiote intestinal. Donc, on a des milliards de petites bactéries qui vivent dans nos intestins et dans tout notre tube digestif. Il y a des bonnes bactéries, des bonnes et des mauvaises bactéries. Et les bonnes bactéries sont en charge de plein de choses dont on vient tout juste de faire la découverte. Enfin, depuis, ça fait quelques années qu'on le sait, mais qui pour le moment, c'est pas sorti au grand public tellement. C'est vraiment une niche qui est au courant de ça, mais ça commence à venir. C'est qu'en fait, les bonnes bactéries sont en charge de notre digestion, bien sûr, de notre humeur. Elles seraient aussi en partie en charge de nos, en fait, de est-ce qu'on est déprimé ou pas. Donc ça va au-delà de l'humeur, c'est vraiment sur le psychique, quoi. C'est en charge aussi de notre immunité. Enfin bref, ces bactéries sont vraiment précieuses pour notre corps. Et souvent, quand on détruit énormément son microbiote intestinal parce qu'on consomme pas assez équilibré, pas assez de fibres, trop de glucides, quand on est très stressé aussi, le stress joue énormément, quand on consomme pas assez de certains nutriments, etc., on appauvrit notre microbiote intestinal et ça fait que certaines personnes développent même des maladies liées à ça, de digestion. Je pense au cœliaque notamment. Donc, c'est des personnes qui peuvent pas du tout consommer de gluten. Ils sont totalement intolérants, mais au point de... Enfin, c'est très, très grave. Hein, leurs intestins deviennent tout poreux, etc. Donc, c'est pas juste un inconfort comme moi j'avais. Mais quoi qu'il arrive, ça fait, quand on consomme trop de glucides, ça provoque des problèmes qui vont au-delà de ce qu'on pense et qui, donc... fait que notre digestion se passe moins bien. Donc c'est là où... Mais tout ça, j'avais lu, quoi. Donc je me suis dit, ok, ça, c'est le théorique. Mais moi, je suis un peu quelqu'un qui est très cartésienne et je ne crois que ce que je vois. Et c'est là où j'ai vu des diabétiques se promener dans les rues de New York avec un capteur sur le bras. Donc ça s'achète en pharmacie. C'est un capteur rond comme ça. Il y en a plusieurs sortes, mais moi j'en ai porté un qui était rond avec une microfibre qui passe sous la peau, complètement indolore et qui permet en fait de constamment dans la journée savoir son taux de sucre dans le sang. Et on peut le savoir en scannant comme ça avec son portable, ça fait gling gling, et là on voit la courbe sur son téléphone de où j'en suis sur mon taux de sucre dans le sang. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire des tests à échelle humaine, en fait. Je vais faire des tests sur moi. Je vais consommer un aliment qui est considéré comme très riche en glucides ou très riche en sucre et je vais voir ce qui se passe dans les 2 heures qui suivent. Et c'est là où j'ai constaté que, en fait, à chaque fois que je consommais des aliments très riches en glucides, des pâtes, des riz, du pain, en grande quantité, avec ou alors au petit-déj, je mangeais un croissant ou un bagel très sucré, etc. Je me suis rendu compte que c'est là où, 1 heure plus tard, j'avais une chute, une grosse fatigue, un besoin d'aller me chercher un café à la cafette, que c'est à ce moment-là, dans cette même journée, j'avais du mal à aller aux toilettes, etc. Et en fait, tout était lié. Et je me suis dit, ok, donc si ça me fait un effet négatif, est-ce que si je le réduis, ça va avoir un effet positif? Donc, j'ai continué mes tests et j'ai testé, je suis allée du plus extrême au moins extrême. Donc, je me suis dit, allez, toute cette journée-là, tu consommes aucun glucide. Alors, juste pour info,
Disclaimer, aujourd'hui, je ne suis pas pour du tout les diètes restrictives et extrêmes. Mais à l'époque, j'ai fait ce petit test juste pour tester sur moi ce que ça allait faire. Et effectivement, sur une durée limitée, donc pendant une semaine, quand j'avais réduit drastiquement mes glucides et mes sucres dans mon alimentation, je me sentais beaucoup mieux. Beaucoup plus en forme, pas de problème de digestion et, euh, et pas de moins de fluctuations d'humeur, etc. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, ce qu'on mange a un vrai impact sur nous. Et un impact pas que sur le long terme, parce que beaucoup de personnes connaissent plutôt tout ce qui est l'alimentation et les maladies, donc diabète de type 2, maladie cœliaque justement, ou autres maladies liées à l'alimentation, obésité, etc. Mais très peu se disent qu'en fait, ça peut avoir un impact au quotidien. Et c'est comme ça que je suis passée à l'alimentation IGBA, que je pourrais expliquer par la suite. Mmh. Alors, je viens juste vraiment renforcer ton disclaimer, à savoir que si on reprend la notion d'écosystème dont on parlait tout à l'heure, au début d'épisode, tout ce qui existe, qui n'a pas été conçu par l'homme, disons, tout ce qui existe naturellement a un sens et a une raison d'exister. Donc, si on a des céréales, si on a des aliments avec des glucides qui existent ou qu'on fait pousser dans nos jardins, etc., c'est qu'ils ont une raison d'exister et qui sont nécessaires pour nous. C'est-à-dire que adopter un régime alimentaire, par exemple de type cétogène, qui n'a absolument aucune source de glucides, moi, je suis vraiment, mais vraiment pas pour, parce que, encore une fois, on se coupe de quelque chose qui nous est vital. La problématique dans ton histoire, en fait, pour bien resituer la chose, c'est que tu as été amené à consommer un excès de glucides, où ton alimentation était principalement basée sur des glucides. Et c'est ça, en fait, qui a engendré tes différents inconforts et troubles que tu as pu ressentir, et que le test que tu as fait était vraiment un test de durée limitée, comme on pourrait le faire par exemple en protocole d'accompagnement en naturopathie, ou comme par exemple tes médecins t'avaient préconisé d'éradiquer certains aliments riches en FODMAP le temps c'est à durée déterminée, c'est protocolaire, c'est pas un régime sur le long terme. En effet, éradiquer ou fortement diminuer une consommation de glucides le temps de laisser reposer, de cicatriser par exemple ses intestins, ou le temps juste de pouvoir regagner en énergie par exemple, parce qu'on se rendait compte qu'on mangeait beaucoup de glucides et pas forcément les plus qualitatifs. Oui, par contre derrière on ne parle vraiment pas de durée long terme. D'ailleurs, le régime cétogène a été créé en traitement pour les personnes épileptiques. Donc en fait, à la base, ça part d'un hôpital et c'était fait sous contrôle avec des médecins autour, etc. Et à durée limitée, comme tu dis. C'était pas fait pour tout le monde et chez soi et s'inventer voilà, une nouvelle manière de consommer. Et malheureusement, ça a dégénéré, parce que certaines personnes donc l'ont utilisé à des fins marketing, le régime cétogène, ce nouveau régime qui change la vie des gens, etc. Sauf que le problème, c'est que quand on n'est pas suivi par un nutritionniste, un naturopathe ou quelqu'un qui s'y connaît bien en alchimie des aliments, etc., il peut se passer quelque chose de très mauvais. C'est que comme on arrête les glucides, donc les choses qui nous donnent l'impression de nous caler dans notre alimentation, eh ben on va forcément compenser sur les lipides et les protéines. Donc, on va surconsommer, en fait, pour simplifier, du gras. Et j'ai souvent vu des personnes qui avaient un régime cétogène qui, en fait, se faisaient des énormes plats de charcuterie avec du fromage et ils disaient, bah, de toute façon, c'est cétogène, donc je suis bien. Et après, ils font des analyses sanguines et puis ils ont leur taux de cholestérol qui explose. Donc, il faut faire hyper attention avec ça. Et d'ailleurs, mon père, qui est médecin, c'est lui qui m'a donné cet exemple. Il m'a dit d'accord, Raph, mais si tu arrêtes de consommer des glucides, du coup tu vas consommer plus de viande, etc., plus de gras, et donc forcément tu vas tomber dans un autre extrême qui n'est pas sain non plus. Donc les extrêmes sont jamais conseillés de toute manière. L'excès est l'ennemi du bien, c'est l'une de mes phrases phares que je partage très souvent. Et les glucides, c'est le macronutriment qui nous apporte de l'énergie à court terme.
Donc ils sont absolument, nécessaires. Par contre, effectivement, leur excès, encore une fois, peuvent, aller, à contresens. Et on Exactement. a chacun et chacune nos propres, seuils aussi de tolérance et de besoins. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont plus facilement, là si on va pas rentrer dans le détail des feux digestifs et cetera, mais il y a des personnes qui vont avoir un métabolisme qui vont plus facilement digérer les glucides et moins les lipides, par exemple. Donc c'est vrai que là, pour elles, c'est intéressant d'avoir une alimentation pas déséquilibré, où les trois macronutriments sont présents, mais peut-être un peu plus de glucides que de lipides et de protéines, sans pour autant négliger les deux autres. Et puis d'autres personnes, au contraire, les glucides vont être beaucoup plus complexes à digérer, vont peut-être plus déséquilibrer la flore bactérienne, la flore microbienne dont tu parlais tout à l'heure. Et dans ce cas, effectivement, d'amenuire un petit peu l'apport en glucides sans pour autant les nier et de favoriser un peu plus de lipides, de bons lipides, de protéines, et ben là, ce sera plus intéressant aussi pour leur digestion. Donc encore une fois, on a tous besoin des trois macronutriments. C'est la variété qui va aussi nous apporter tout ce dont on a besoin, mais c'est encore une question d'équilibre entre les trois et aussi d'équilibre personnel. Oui. Et j'ajoute aussi que en fait, l'équilibre est très important et l'ordre des aliments. Alors, je sais qu'il y a plusieurs théories sur l'ordre des aliments, mais moi, je vais m'exprimer juste sur ce que je connais. Quel ordre des aliments avoir pour éviter justement ces pics de glycémie. Ça a été vraiment game changer pour moi, de découvrir qu'en fait, c'était plus une question tellement d'arrêter ou de continuer ou quoi que ce soit, c'était une question de comment les consommer. Et ça a été hyper intéressant pour moi parce que je suis une grande gourmande, moi j'aime tout, hein. J'étais végétarienne pendant un temps, maintenant je suis flexitarienne, donc je consomme encore à nouveau du poisson et de la viande. Mais je le fais raisonnablement, 1 ou 2 fois par semaine, et cetera. Bref, mais j'aime tout en vrai. J'ai pas été végétarienne parce que j'aimais pas ça. J'aime tout. Donc c'est très difficile pour moi de me dire que du jour au lendemain, bah, tu seras privé d'un aliment. Donc j'ai poursuivi mes investigations, mes tests sur moi et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais continuer à consommer ces aliments, mais qu'il fallait simplement les mettre dans le bon ordre. Donc, par exemple, quand je consomme des pâtes aujourd'hui, je commence toujours avec une grande salade verte, avec des tomates cerises, enfin, tu peux mettre ce que tu veux dedans, qui sont donc à base de fibres, en entrée, et ensuite, je mange des pâtes. Et pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, les fibres, les protéines, les lipides, bon là en l'occurrence les fibres, parce que dans la salade il y a surtout des fibres, ça ralentit la digestion des glucides qui vont venir après. Donc ça fait une sorte d'alchimie des aliments dans ton estomac qui fait que bah, au moment de la digestion, au moment du passage dans le sang, ton corps va avoir à la fois des fibres qui, elles, ne sont pas digérées, hein, elles vont jusque dans les intestins. Et le sucre qui, lui, normalement, le sucre ou les glucides qui, eux, normalement, passent dans le sang. Mais sauf que les fibres font une alchimie avec les glucides qui fait que ça ralentit ce processus. Et donc, ça fait 2 effets positifs. Un, tu as moins un énorme pic parce que les courbes vraiment sur ce glucose monitor que j'avais sur le bras, c'était vraiment des trucs comme ça, quoi. Enfin, là, il y a la caméra, donc on enregistre un podcast, donc ça faisait une énorme montagne, quoi, une montagne avec une baisse. Quand on consomme des fibres, à contrario, il va y avoir aussi une augmentation. Mais c'est OK hein, qu'il y ait une petite augmentation de taux de sucre dans le sang, mais qui reste dans la limite du raisonnable et dans la zone que j'appelle verte, c'est-à-dire qui ne dépasse pas un certain seuil. Donc, ça ne fait pas l'effet de rechute brutale, ça aplatit la courbe, quoi. Donc ça fait plus une rechute brutale avec la fatigue et la destruction du microbiote, puisqu'on offre au microbiote, du coup, OK, un peu de glucides, mais aussi de la nourriture pour le microbiote, qui sont les fibres, donc des éléments intéressants. Et ça a été game changer dans ma vie, et c'est comme ça que je conçois ma vie aujourd'hui. Je le fais un maximum, quand je le peux. Je ne mets jamais la rate au courbouillon, hein. Si jamais j'ai un moment, je suis invitée chez des amis et ils font des pâtes et c'est que des pâtes, il n'y a pas de salade verte à côté, ben, c'est comme ça, quoi. Tout est une question d'équilibre. Et puis, je sais que le lendemain matin, je ferai peut-être un peu plus attention au sucre que je vais consommer au petit-déj.
Il y a 2 autres aussi, effets qui se coulent d'introduire, une portion de crudité, en fait, d'aliments, crus, riches en fibres, en début de repas. Le premier effet qui se coule, c'est, ben, comme ça, nécessairement, on mange plus d'aliments vivants. Sans partir encore une fois dans l'excès du crudivorisme, à savoir de manger que des aliments crus, qui en excès peut aussi être impactant sur la digestion, mais d'avoir quelques aliments qui n'ont pas été détruit par la cuisson, parce qu'on est souvent sur des cuissons, généralement dans notre vie quotidienne assez fortes, qui détruisent une grosse partie des enzymes digestives contenues dans les aliments, donc qui les rend beaucoup plus indigestes, et aussi une grosse partie de leurs micronutriments, à savoir toute la vitalité des aliments, des légumes, des fruits qu'on consomme. Donc de garder une portion d'aliments crus, même minime, hein, dans son alimentation, quelle que soit la saison. À chaque saison, il y a des légumes qui peuvent être mangés crus, oui. On pense beaucoup aux salades l'été, mais l'hiver, on a les endives, on a la mâche, on a les champignons, on a les carottes, on a les choux rouges, les choux blancs. Tout ça, ça peut être mangé cru, en fait. Et donc, on garde cette portion de vitalité qui va contribuer à cette énergie, en plus de contribuer à ralentir le pic glycémique qui pourrait engendrer une fatigue. Bah, on le ralentit avec cet apport de fibres, donc on limite cet état de fatigue, et en plus, on fait le plein de bons nutriments, de grosse vitalité, qui va aussi contribuer à une bonne énergie. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est que bah, comme ces aliments sont crus, ils sont bourrés d'enzymes digestives, et donc ça va favoriser et ça va stimuler en fait le feu digestif. Donc on favorise le processus digestif de notre repas quand on commence par consommer une petite portion d'aliments crus au début. Voilà. Très juste. D'ailleurs, j'ai un tips comme hyper facile à mettre en place dans sa vie de tous les jours, c'est que souvent, quand on est en train de faire la cuisine, qu'on se prépare un repas, on a déjà faim. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me découpe un peu de céleri, parce que je suis fan de céleri, mais ça peut être des carottes crues, ça peut être autre chose. Et je suis fan d'olives aussi. Attention aux olives d'ailleurs en supermarché, parce qu'il y a certaines olives qui sont des fausses olives, dans le sens où c'est des olives vertes qui ont été teintées en noir et dénoyautées. Et donc, il y a plein d'additifs hyper dégueulasses. Donc, faites attention quand vous achetez des olives. Évitez d'acheter les dénoyautées et les olives. Je crois qu'il y a un ingrédient principal derrière sur l'étiquette qu'on peut voir et qui permet de savoir s'il y a ce colorant ou pas. Je ne l'ai pas en tête, mais bon, voilà. À savoir, prenez voilà, des olives qui ont l'air le plus naturel possible, quoi. Donc, je suis fan d'olives, je suis fan de crudité, je suis fan de houmous. Donc, ce que je fais, c'est que sans me couper l'appétit non plus, mais pendant que je suis en train de cuisiner, je me découpe de trois crudités, j'ouvre un truc de houmous et puis je mange un peu avant. Et en fait, tout naturellement, j'ai donc ma dose de fibres. Et après, quand je vais manger mon plat principal, ça peut être aussi du riz avec un poisson, enfin plein de choses intéressantes comme ça. Et ben, je sais que bah voilà, j'ai ma dose de fibres qui sont très saines et qui vont ralentir ma digestion des glucides et qui vont avoir tous les effets qui se coulent dont tu as parlé. Alors, du coup, tu as commencé par nous expliquer un petit peu ta transition alimentaire, à savoir bah, ce conseil d'introduire cette portion d'aliments crus. Euh, pour le reste, concernant vraiment la notion de glucides, tu as parlé tout à l'heure, tu as mentionné le terme, un gros mot, IGBA. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste l'IGBA et finalement comment tu t'y es mise au fur et à mesure, comme tu as dit aussi que tu étais une grosse gourmande. Comment tu fais concrètement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en disant « Oh là là, c'est quoi encore ce régime restrictif et comment je vais faire? Et en plus, il faut absolument que je m'y mette. » Alors, IGBA, donc ça vient de indice glycémique bas. Qu'est-ce que l'indice glycémique? L'indice glycémique, pour simplifier, hein, je simplifie et je vulgarise le plus possible, mais en gros, ça veut dire la capacité d'un aliment à élever ton taux de sucre dans le sang. Pour rappel, l'objectif, mon objectif pour pouvoir avoir voilà, une santé de fou, une énergie constante, etc., et éviter les problèmes de digestion, mon objectif, c'est de diminuer à maximum l'augmentation de mon taux de sucre dans le sang. Donc,
qu'est-ce que je vais favoriser? Ce sont des aliments à indice glycémique bas. Donc, ça s'appelle vulgairement le régime IG-bas. Mais j'aime pas du tout appeler ça un régime parce que c'est pas un régime. Pour moi, c'est plus un mode de vie, pas du tout restrictif. Au contraire, on peut manger vraiment de tout, mais c'est simplement la manière dont on va les consommer, le moment où on va les consommer qui va changer. Et aussi, bon, ça on en parlera plus tard, mais potentiellement quand même supprimer les très 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 mauvais sucres, comme les sucres ultra transformés, comme le sucre de table, le sucre blanc, etc. Et les remplacer par d'autres types de sucres. L'idée, c'est pas d'arrêter le plaisir, l'idée, c'est de remplacer avec des meilleures alternatives qui existent sur le marché aujourd'hui. Donc, très concrètement, ma vie de tous les jours, elle se passe comment? Je mange comme n'importe qui, sauf que je sais que en entrée, je vais essayer de me faire de manger des fibres, que quand je vais consommer quelque chose de sucré, je vais le privilégier en dessert. Pourquoi? Parce que justement, il va y avoir l'alchimie de tous ces aliments avant qui vont ralentir la digestion de mon dessert qui, lui, va être sucré. Donc, alors, je ne mange pas des gâteaux au chocolat tous les jours parce que déjà, c'est pas forcément mon mode d'alimentation de base. Je ne consomme pas des sucreries ou des pâtisseries de boulangerie tous les jours. J'en consomme peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Mais ça peut être aussi du chocolat, ça peut être un yaourt, etc. Et je le privilégie en dessert plutôt qu'à jeun. Parce que quand on est à jeun, il n'y a pas l'alchimie de tous ces aliments d'avant qui vont ralentir la digestion du sucre ou des glucides. Donc c'est pour ça en fait que je parle d'ordre des aliments et de moment. C'est que le meilleur moment de manger un truc sucré, c'est à la fin d'un repas. Et dans l'ordre, il vaut mieux commencer par fibres. Ensuite, vous pouvez y aller sur les glucides et les protéines si vous mangez une viande ou un poisson à côté. Et puis ensuite, vous mangez votre dessert et vous vous faites plaisir. Surtout, la notion de plaisir est très importante dans ce type de mode de vie. C'est pour ça que j'aime pas appeler ça un régime. Dans ce type de mode de vie, c'est que faut continuer à consommer des choses qui nous font plaisir parce que de toute manière, on a été un bon élève au début, on a mangé ses fibres. En plat, on a essayé d'être assez équilibré en mangeant peut-être une protéine avec ses glucides, donc le riz, les pâtes, etc., avec son petit morceau de pain qu'on aime bien pour saucer son plat. Et en dessert, du coup, on peut se faire plaisir et consommer n'importe quel type de dessert. Alors bien sûr, il faut éviter de manger une pâtisserie ou quelque chose d'ultra transformé de supermarché tous les jours parce que ça a d'autres effets, outre le côté glucides, mauvais pour la santé. Donc, faire attention à sa santé plus globalement. Donc, c'est pas... Je dirais que ça existe depuis déjà un petit moment, ce type d'alimentation. Ça vient des États-Unis, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes Facebook. Vous pouvez regarder pour nos auditeurs, si vous voulez regarder. Il y a plein de recettes, recettes données sur des groupes Facebook, etc. Intéressantes et hyper simples. Hein, franchement, parfois, c'est juste remplacer sa farine blanche avec un autre type de farine aussi. Donc, on peut continuer à se faire un gâteau. On se fait un cake, par exemple. À la place de, dans son cake, mettre de la farine blanche, qui est très, très riche en glucides et qui a un indice glycémique élevé, je vais peut-être mettre de la farine d'épeautre, d'orge mondée, de lupin, voilà. Et je peux me faire le même gâteau que d'habitude. Bref, il y a plein de choses à mettre en place dans sa vie de tous les jours, assez simples, pas trop restrictives et surtout qui n'embêtent pas son entourage parce que parfois on habite dans une maison où les autres ne consomment pas forcément comme nous, qui ne souhaitent pas passer à IG bas, mais en fait, ça passe inaperçu parce que vous allez juste dire bah je vais me faire une petite carotte. Hein. Parfois, vous n'avez même pas besoin de découper votre carotte. Hein. Moi, je nettoie ma carotte à l'eau et après, je la mange comme ça, quoi. Vraiment en fin de journée, à la fin, avant de passer au dîner. Et personne ne s'en rend compte. C'est vraiment le meilleur mode d'alimentation qu'on puisse avoir en termes de santé pour moi. En tout cas, ça s'adapte super bien. Il y a d'autres personnes qui y croient aussi à fond au vu du nombre de groupes Facebook qui se développent justement dans ce domaine-là et des livres qui sortent à ce sujet. Mais c'est surtout aussi le meilleur mode d'alimentation pour que l'entourage ne nous trouve pas trop relous, entre guillemets, quoi. En fait, le mode d'alimentation à IG bas, c'est, selon moi, avant tout remettre la bonne place aux aliments qui sont de qualité
et un équilibre. Ça veut dire que en fait, tu vois, les astuces les conseils que tu as partagés, ben, ce n'est ni plus ni moins que de remettre de l'équilibre dans son assiette, à savoir réintroduire des fibres que notre alimentation, ne possède quasiment plus, se tourner vers des aliments, glucidiques, donc qui ont des glucides, mais des glucides beaucoup plus qualitatifs, à savoir des céréales anciennes, épeautres, sarrasin, des céréales, un peu moins riche en gluten dans le sens comme le blé blanc en fait, le blé qui a été raffiné, ou l'homme, encore une fois, c'est l'action de l'homme hein, pour rendre le blé beaucoup plus productif, on l'a transformé et on l'a rendu beaucoup plus riche en gluten. En soi, le gluten, hein, c'est pas grave, hein, c'est une protéine. C'est juste qu'aujourd'hui, l'homme a fait en sorte qu'il soit beaucoup plus productif en termes industriels, donc il est beaucoup plus riche en gluten, ça pose problème, mais c'est finalement limiter les aliments qui sont blancs, tout simplement, qui ont été raffinés par l'homme, se tourner vers des aliments qui sont beaucoup plus bruts, plus complets, découvrir de nouvelles céréales, aller plutôt sur des sucres qui sont eux-mêmes aussi beaucoup plus naturels, à savoir le sucre complet, qui n'a pas été raffiné pour devenir blanc, le sucre de coco si on veut être un peu plus extravagant, mais déjà un sucre complet basique qu'on trouve très bien en France, au final, eh bien, ça va très très bien aussi. Euh, Ensuite, c'est aussi avoir quelques petits des apports en gras, parce qu'on fait beaucoup la chasse au gras. Il y a eu de gros lobbies au sujet justement du gras pour mettre en avant tout ce qui est boisson soda sans sucre, par exemple. Où on s'est dit, voilà, il faut vraiment, ou vraiment éradiquer le gras, alors que le gras, ça nous apporte, c'est un élément essentiel de constitution de nos cellules. Toutes nos cellules sont faites de gras, les membranes sont faites de gras, notre cerveau est fait de gras. Notre cerveau est fait de gras et a besoin de glucides pour fonctionner et d'eau. Donc c'est un petit aparté. Mais le gras est essentiel et on l'a beaucoup éradiqué. Donc en fait, en réintégrant aussi du gras, de l'équilibre dans les macronutriments, on vient réduire notre glycémie et on vient juste, finalement, mathématiquement, réduire notre portion de glucides sans pour autant faire la chasse aux glucides. Donc là, tu parlais d'IG bas. Il y a aussi des aliments qui sont dits à IG modéré, à indice glycémique modéré, qui sont aussi intéressants parce que à se couper d'aliments, de certains aliments, on peut aussi se couper de leurs bienfaits. Mais finalement, si on doit retenir quelque chose, c'est que les aliments à IG élevé, ben, c'est tous les aliments raffinés en fait. Tout ce qui va être blanc et industriel, grosso merdo. Ouais. Et après, effectivement, si on arrive à trouver un équilibre alimentaire en réintroduisant des aliments crus, des aliments cuits, des aliments riches en fibres, des aliments complets, et sans oublier le gras et les protéines, eh bien, on vient réduire la glycémie globale de nos repas. Tout à fait. Et il y a aussi un sujet sur le petit-déj. Oui. Le petit-déj, en fait, par définition, normalement, on n'a pas mangé de la nuit. Et donc, c'est le premier repas que l'on prend. Ça veut dire qu'on est à jeun. Donc, il n'y a rien d'autre dans notre estomac à ce moment-là. Et ce que je dis toujours, c'est que dans ce type de mode d'alimentation IG bas, le plus important, c'est le matin. Mais même pour les personnes qui ne sont pas en IG bas, même si vous vouliez rien mettre du tout en place dans votre vie parce que ça ne vous correspond pas, il y a une chose que vous pouvez faire quand même pour améliorer votre santé, votre énergie, c'est votre petit-déj. Et le petit-déj des Français est beaucoup trop riche en glucides et en sucre, vu que c'est souvent tartines de pain blanc, viennoiserie. Pour certaines personnes aussi, ça peut être, et ça c'est encore pire, on est d'accord, c'est le pain de mie acheté en supermarché, etc., où il y a plein d'additifs, très mauvais. Alors ça, effectivement, gros warning et je suis tombée dans le panneau, mais il y a quelques années, je me goinfrais, hein, clairement, hein, de pain, de mie complet. Alors pour moi, c'était bien, c'était complet et c'est mieux que la baguette blanche, parce que la baguette blanche, vraiment, je crois que j'en ai très très peu mangé dans ma vie, mais le pain complet, les pains de mie Harris que j'achetais complet pour moi, blanc pour mon conjoint, et bien, mais on en mangeait pensant faire du bien, mais ça, franchement, juste si vous en avez à la maison, regardez uniquement la liste d'ingrédients. Moi, je suis pas contre. J'aime pas les évictions alimentaires, mais en fait, c'est juste, ça n'a rien de naturel, en fait, le pain de mie. Ouais, ça n'a rien de naturel, il y a plein d'additifs et souvent ils rajoutent du sucre en plus parce que comme justement c'est un pain de mauvaise qualité, c'est pas bon.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un peu de sucre parce que le sucre, ça permet de venir mobiliser les bons capteurs dans le cerveau des personnes et les rendre addicts aux produits. Et donc le pain en supermarché, c'est un truc qui m'a choquée de fou. Mais un jour, j'ai cherché une sauce tomate sans sucre. Je vous mets au défi Mmh. et écrivez-moi vraiment. Écrivez, vous pouvez m'écrire par Instagram, par exemple. On donnera mon Instagram peut-être plus tard dans ce podcast. Mais bref, vous pouvez m'écrire n'importe où vous voulez, où vous me trouverez, de me donner un nom de sauce tomate de supermarché qui est sans sucre. Il y a toujours un tout petit peu de sucre rajouté. Et pourquoi? C'est parce que les tomates souvent n'ont pas de goût. Et comme elles n'ont pas de goût, obligé de rajouter du sucre pour que la sauce tomate ait un goût plus gourmand. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment choquée et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ma sauce tomate avec un peu de sucre rajouté, parce que j'avais pas le choix et que j'étais hyper pressée. Et je pense que, certaines personnes qui font pas gaffe achètent toujours une sauce tomate avec du sucre rajouté. Certaines personnes qui n'ont pas le temps et qui veulent quand même faire attention à leur santé achètent donc du coup la sauce tomate avec un peu de sucre rajouté. Le mieux, c'est de le faire à la maison, bien sûr, soi-même. Elle sera bien meilleure et puis vous n'allez pas rajouter du sucre en plus, j'imagine, de chez vous. Mais voilà, gros warning sur la sauce tomate aussi qui m'a beaucoup choquée. En fait, il y a, quand on y pense, enfin, l'alimentation à IG bas, ou IG modéré, c'est avant tout, j'ai envie de dire, commencer à regarder, ce qu'on achète. Parce qu'en fait, on va très, très rapidement se rendre compte qu'il y a des sucres cachés. Ces sucres cachés ont 2 méfaits, notamment ils sont cachés, donc en fait on ne s'en rend pas compte. Donc on ingère du sucre sans le savoir, donc c'est du sucre en plus du sucre conscient qu'on va manger de type du pain, des céréales, ou même un gâteau par exemple, où là on sait que c'est sucré, on a tout à fait conscience, pardon. Et en plus, généralement, les sucres qui sont cachés dans ces aliments transformés sont des sucres de très piètre qualité. Donc ils n'ont en plus pas d'intérêt nutritionnel, parce que de manière générale, hein, les glucides, encore une fois, ont un intérêt nutritionnel. Mais Oui. ceux-là, absolument pas. Donc en fait, j'ai envie de dire, la première étape pour essayer de réduire la glycémie de votre alimentation, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est commencer uniquement par regarder la liste des ingrédients des produits que vous achetez. Et regardez tous les ingrédients. Après, vous allez dire, c'est peut-être un peu compliqué, c'est énergivore. Bon, entre nous, j'imagine que la plupart des personnes, en tout cas, c'est mon cas, hein, mais vous allez me dire c'est le cas pour vous, mais finalement, on achète toujours un petit peu la même chose, hein. Donc, Ouais. le travail, il se fait une fois pour toutes, et après, une fois qu'on a trouvé les produits qui nous correspondent, on va les racheter, et donc le travail d'analyse des ingrédients, il se fait une fois pour toutes et pas tout le temps. Et après, c'est un réflexe à prendre. Nouveau produit, on regarde. Et dès que la liste est ultra longue, avec des conservateurs et surtout des sucres, des choses qui se terminent par ose, par exemple, et bien là, c'est du sucre industriel caché, ce que la petite difficulté, bien sûr, que les industriels nous rajoutent, c'est que c'est pas écrit, des fois c'est écrit sucre, mais des fois c'est un autre nom que l'on ne comprend absolument pas, de type glucose, fructose, galactose, maltose, tout ça c'est du sucre. Amidon de Et maïs. amidon de maïs, Oui. effectivement. Et quand vous allez aussi regarder, par exemple, regardez les paquets au-delà du plastique utilisé, etc., les paquets de jambon blanc emballés. La plupart, aussi les charcuteries, etc., il y a du maltose, il me semble, ou quelque chose en ose. Ouais. Regardez. À Oui. part le jambon à la coupe, éventuellement, que vous pouvez avoir dans votre boucherie, mais les jambons blancs en tranches, Herta et tout ce que vous voulez, hyper bien rose, etc., qui donnent envie d'acheter, il y a souvent un sucre transformé à l'intérieur. Et Ouais. ça, on ne se rend pas compte, et c'est le plus. Comme tu dis tout à l'heure, les olives aussi, il y a aussi des fois du sucre dedans, des fruits secs qui sont déjà sucrés. Eh bien, certaines marques, pour les rendre encore plus brillants, pour donner envie à l'achat, les enrobent de glucose ou de fructose en plus, donc de sucre. Donc là, c'est juste une Affreux. bombe à sucre. Pourtant, les figues sèches, les dattes, les abricots secs, c'est bon. Ce sont des bonnes sources de glucides avec des fibres. Mais en fonction des marques, des fois, c'est juste une bombe à sucre sans le savoir. Totalement. Donc, D'ailleurs, dans le voilà. saucisson aussi, ils rajoutent du sucre. Ouais, ouais.
C'est Ouais, plutôt ça en fait qui est enfin là on a parlé on est parti de l'alimentation IGBA ouais, mais c'est beaucoup, l'alimentation effectivement transformée, les sucres cachés qui des fois, nous font monter notre glycémie sans forcément le savoir. tout à fait. Et effectivement ton aparté sur le petit déjeuner était Ouais, intéressant. C'est vrai qu'on dit souvent que, bah, on devrait manger un peu plus, riche en protéines et en gras le matin, sans ouais, pour forcément, encore une fois les glucides permettent d'apporter de l'énergie, mais le pain blanc, la baguette, confiture, bah là en fait quand on comprend que la baguette c'est du sucre très rapide, la confiture aussi, et qu'à côté il n'y a pas de source finalement de lipides ou de protéines, et ben là il y a un déséquilibre en fait, tout simplement. Le problème en soi c'est pas tant la baguette blanche, c'est le fait que ben il y a que ça en fait, il n'y a pas d'équilibre derrière. exactement. D'ailleurs, à aparté sur la confiture, si la confiture s'appelle confiture, ça veut dire qu'elle est confite et quand c'est confit, c'est qu'il y a du sucre dedans. Donc il y a plein de confitures aussi en supermarché où ils disent allégé en sucre, mais bon, si la dénomination c'est toujours confiture sur l'étiquette, de façon réglementaire, c'est qu'il y a du sucre. On n'a pas le droit d'appeler une confiture qui est absolument sans sucre ajouté, confiture. Elle s'appellera, je sais pas, confipure, j'en sais rien quoi, mais, elle aura un autre nom quoi. Mm. Et puis C'était ouais. Et puis alléger en sucre veut dire aussi alléger, on n'a pas mis de sucre en plus, mais on a peut-être mis un sucre transformé. C'est ça. Donc presque pire, quoi. Ouais. Donc voilà, donc du coup, le petit déj, c'est vraiment le moment le plus important. Alors, moi, par contre, je fais partie des gens qui sont pas pour forcer les gens qui ont pas faim au réveil. Je sais qu'il y a plusieurs théories là-dessus, mais moi, je considère que si quelqu'un n'a pas faim le matin, il faut écouter son corps et savoir que son corps envoie des messages de: «Bah non, en fait, le matin, je suis dégoûté par la bouffe, bah, je vais peut-être manger plus tard». Mais du coup, si j'ai faim à 10-11 heures, ça sera le premier repas de la journée et il a autant d'importance pour moi que du coup le petit déj et il faut faire très attention de ne pas commencer par une grosse dose de glucides, quoi. Donc pour ceux qui consomment un petit déj au saut du lit comme moi, c'est un peu ma raison pour laquelle je me lève le matin, j'adore ça. Commencez votre repas avec quelque chose riche en gras ou en protéines. C'est pas forcément un truc salé, hein, ça peut être, du fromage blanc, non allégé. Ça peut être, une purée d'oléagineux, une purée d'amandes, beurre de cacahuète. Attention avec le beurre de cacahuète, il y a souvent, du sucre rajouté, donc bien regarder l'étiquette. Ça peut être une pâte à tartiner sans sucre, ajouté et cetera et cetera. Ça, c'est une belle façon de commencer sa journée. Ensuite, évidemment, si on mange une pâte à tartiner ou une purée d'oléagineux, évidemment, on a envie de le tartiner sur quelque chose. Eh bien, privilégiez déjà number one, jamais acheter du pain en supermarché et acheter du pain dans ce cas-là dans une boulangerie. Et quitte à aller dans une boulangerie, il y a plein de pains différents disponibles devant vous. Prenez le pain le plus complet possible, le pain au petit épeautre, le pain à la farine de lupin, essayez de vous diriger vers le pain le plus fibreux possible, quoi. Et ça vous fera un petit déj qui va vous caler plus dans la durée. Si vous êtes quelqu'un qui aime le salé au saut du lit, moi je n'en fais pas partie, sauf quand c'est un brunch et que c'est à 11 midi parce que j'ai fait la fête la veille. Mais sinon, je mange pas salé le matin. Mais si vous aimez le salé, des œufs, de l'avocat, c'est des très belles options aussi pour démarrer la journée du bon pied. Et merci pour, ces exemples assez concrets. Et moi, ce que j'aime bien aussi conseiller et ce que j'applique dans mon quotidien comme petits tips, pour réduire un peu la glycémie, par exemple, quand, je mange des fruits, pour le goût et pour aussi cette notion encore de recherche d'équilibre des macronutriments qui va derrière aussi limiter le pic glycémique, eh bien, c'est d'ajouter un corps gras. Donc, par exemple, manger une pomme avec un beurre d'amande sans sucre ajouté, donc complètement amande complète. Et ça, c'est juste absolument excellent. Et bah, on vient par la purée d'amande apporter du gras et des protéines qui viennent compléter l'apport de glucides du fruit. Et donc, non seulement ça fait une Oui, collation, un dessert ou un petit déjeuner beaucoup plus équilibré, et ça vient aussi réduire la glycémie de votre repas complet. oui, Donc l'apport de gras aussi ou de protéines à cet endroit-là. Et encore,
Et aussi, pardon, une autre chose que j'aime bien, conseiller et faire aussi, c'est d'apporter, une épice, la cannelle, qui est une épice qui a qui est hypoglycémiante, donc qui va naturellement limiter le pic glycémique, et la charge glycémique du repas. Donc par exemple, bah, saupoudrer, votre pomme d'un peu de cannelle accompagnée de votre purée d'amande et là vous allez, ou votre orange ou peu importe votre fruit, votre salade de fruits, donc une salade de fruits qui peut-être vite riche en glucides, c'est normal, ce sont des fruits, mais on reste sur des sucres naturels. Mais dans ce cas, veillez peut-être à rajouter quelques graines pour rendre un peu de croquant et d'apport de protéines, ou de venir mettre un filet de purée d'amande avec un peu de cannelle. Et tout ça, en fait, ça va rendre votre salade de fruits d'autant plus intéressante en termes de saveur, de texture, mais aussi d'équilibre nutritionnel et de charge glycémique. Autre super aliment, le vinaigre de cidre. C'est aussi, ça a été prouvé d'être hypoglycémiant aussi. Donc, bien sûr, le vinaigre de cidre, par contre, gros disclaimer, parce que ça peut aussi faire très mal au ventre si on en abuse. Donc, ne pas en abuser. Mais par exemple, si vous mettez du vinaigre cidre dans votre salade, ou bien, pourquoi pas, au cours d'un repas, un petit peu de vinaigre de cidre dans de l'eau, dans un grand verre d'eau, ça peut être hyper intéressant pour éviter les pics de glycémie. Après, il faut aimer ça, quoi. C'est un goût particulier. Moi, j'aime bien ça. Je suis plus partisane de le mettre dans une vinaigrette que de le mettre dans un verre d'eau, mais ça se fait très bien aussi. Il ne faut pas en boire 6 verres par jour, attention, hein, parce que c'est très acide quand même pour l'estomac. C'est pas très très bon à haute dose. Mais c'est un super aliment pour ça, parce que c'est l'acidité qui vient diminuer en fait l'indice glycémique des autres aliments que vous allez consommer en parallèle. Moi, j'adore ce vinaigre-là, qui est aussi une bonne alternative au vinaigre balsamique qu'on trouve communément dans les cuisines et qui est riche en sucre. Ouais. Donc, moi, j'aime bien alterner, pas forcément éradiquer le balsamique parce que c'est aussi très très bon, mais j'alterne ou alors je fais moitié-moitié dans mes vinaigrettes. Et le vinaigre de cidre, effectivement, encore une fois, ça dépend des personnes, il peut être compliqué pour la digestion si il est pris en excès. Moi, j'en prends tous les jours, mais de manière raisonnable dans mes vinaigrettes. Mais pour certaines personnes, c'est aussi une très bonne alternative, notamment les personnes qui sont qui ont une hypochloridrie, c'est-à-dire qui ne sécrètent pas assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac, par l'estomac, et donc la digestion peut être compliquée. L'apport d'acide par le vinaigre de cidre en début de repas peut être ultra intéressant justement pour faciliter la production d'acide par l'estomac qui est nécessaire pour venir digérer le bol alimentaire. Donc voilà, ça dépend aussi des personnes. Mais si vous n'avez pas de souci d'hypochloridrie, ben, un petit peu de vinaigre de cidre, une cuillère à café ou à soupe par jour dans votre vinaigrette, par exemple, ce sera très très bien aussi, très intéressant. Très juste. L'autre chose aussi que je mets en place dans ma vie de tous les jours, c'est que j'évite, pour le coup, il y a une chose que j'évite et complètement, c'est le sucre blanc. J'essaie vraiment de m'en tenir le plus loin possible. Encore une fois, quand j'ai pas le choix, quand il y a un collègue, du coup, maintenant je suis la boss de mon entreprise, mais du coup, quand il y a un employé ou quoi que ce soit qui apporte un gâteau, voilà, fait avec du vrai sucre, et cetera. Même si chez nous, c'est pas fait avec du vrai sucre parce qu'on a commercialisé un remplaçant du sucre, dont je parlerai sans doute plus tard. Mais voilà, bref, si quelqu'un fait un gâteau avec du vrai sucre, je vais pas dire: «Non, au secours, je vais mourir demain», quoi. Je vais quand même en consommer, mais chez moi, dans mon placard, il y a pas de sucre. Il y a pas de sucre blanc, en tout cas, heu, parce qu'il existe, en fait, des alternatives au sucre qui sont bien meilleures pour la santé, bien meilleures pour le microbiote intestinal aussi, qui vient nourrir, en fait, le bon microbiote intestinal qui est en charge, comme je disais un peu plus tôt dans le podcast, de notre digestion, de nos humeurs, de notre système immunitaire. C'est très important de le choyer. Et ce sucre-là, et ces sucres-là, ce sont des sucres qui ont souvent un indice glycémique faible. Alors attention, parce que l'aspartame a un indice glycémique de 0, mais on est tous d'accord pour dire que il faut le fuir pour plein de raisons, notamment parce qu'il y a des études
qui ont montré apparemment qu'ils seraient cancérigènes. Mais bon, j'imagine que c'est à haute dose, hein, bien sûr. Si c'est une fois de temps en temps, on ne va pas en mourir du jour au lendemain. Mais c'est surtout que de façon générale, sur la philosophie qu'on a, que j'ai en tout cas moi, c'est un sucre qui est ultra transformé et qui est en fait chimique, quoi. Enfin, synthétique. Donc, il n'y a rien de naturel dedans, donc faut quand même éviter. Donc, il existe aujourd'hui des alternatives au sucre qui sont naturelles, à un indice glycémique bas, et qui sont des meilleures options. Donc, est-ce que tu souhaites que je fasse un petit topo dessus, Alexandra, ou tu voulais mentionner d'autres points avant? Alors, justement, tu vas juste nous donner le petit nom de ce fameux produit, cet aliment naturel qui va avoir un indice glycémique bas. Et je te propose que l'on garde la suite pour un prochain épisode qui arrivera prochainement. Vendu. Alors, dis-nous ce petit nom. Alors, ce sucre sans sucre, 100% naturel, s'appelle le sirop de Yacon, Y-A-C-O-N, N comme Nathalie. Le Yacon, c'est une plante en fait qui ressemble un petit peu à une tubercule, qui est une tubercule d'ailleurs, qui ressemble à la patate douce et qui a un goût sucré. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Restez avec nous pour le prochain épisode. Voilà, on va vous laisser déjà digérer toutes les informations de cette heure et demie d'échange. Prenez le temps de bien assimiler tout ça, de vous poser peut-être certaines questions. Et puis, une fois que tout ça est bien assimilé et digéré, vous pourrez revenir parmi nous pour le prochain épisode sur le Yacon. Tu vas nous expliquer en détail d'où vient cette plante, comment tu l'as découverte et également pour quel type d'utilisation on peut l'introduire éventuellement dans notre vie si on souhaite apporter de la gourmandise tout en respectant la glycémie de notre corps et lui faire du bien. Parfait. Alors, pour terminer l'épisode et notre échange, est-ce que tu aurais une question à poser à nos auditrices qui sont arrivés jusque-là, qui ont tenu le coup pendant cette heure et demie d'échange? Bravo de nous avoir suivis jusque-là, c'est qu'on n'est pas trop chiante quand même. J'ai une question pour vous, c'est est-ce que dans votre entourage, vous avez au moins une personne qui est atteinte de diabète? Voilà, c'est ça ma question. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous n'êtes pas seul et que en fait, énormément de personnes, des millions, voire des milliards de personnes sont diabétiques dans le monde en ce moment même, et qu'il existe 2 types de diabète. Le diabète où malheureusement on n'y peut rien, on est né avec, où on l'a eu pendant l'enfance, et il y a un autre type de diabète, le type 2, qui vient au cours de la vie. Et ça peut apparaître à 40 ans, à 50 ans, 60 ans, donc pas si vieux que ça. Et c'est souvent à cause de notre mode d'alimentation et notamment à cause du type de sucre qu'on consomme au cours de sa vie. Donc, je vous invite à screener votre entourage et à vous poser cette question. Merci Raphaëla. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des ressources à nous partager et éventuellement un endroit où te retrouver si on souhaite t'écrire ou peut-être te poser des questions un peu plus précises sur ton histoire? Avec grand plaisir. Alors, vous pouvez me rajouter sur LinkedIn ou m'écrire sur LinkedIn, donc au nom de Raphaëla Nolo. J'imagine que ça va être affiché dans le podcast. Absolument. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi m'écrire par email. Donc, ça sera Raphaëla, RAPHAE2LA, @yency, yency.co. N'hésitez pas si vous voulez m'écrire. On est en pleine phase de recrutement en plus, donc si quelqu'un est passionné par le sujet qu'on a mentionné sur ce podcast, on est toujours prêt à accueillir des nouvelles personnes dans nos équipes. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Eh bien, le message est partagé. Je mettrai toutes ces informations en description de l'épisode. Merci beaucoup Raphaëla pour d'avoir partagé ton histoire et aussi d'avoir donné tous tes conseils que tu as pu découvrir au fur et à mesure de ta vie. Et puis je pense que tu vas en découvrir encore plein. Et
J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur le Yacon. Oui, j'ai Tu as hâte. fait un bon teasing. Parfait. Bah, merci pour ton accueil et à la prochaine. Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiène-de-vie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!